Bon, ben, bonsoir à toutes les trois. Je suis ravie de vous retrouver. Comment allez-vous? Bonsoir. On va faire un petit tour météo avant de démarrer l'atelier. Comme ça, on se pose, on arrive tranquille. Alors, la première qui croyait être la Bon, dernière, Sandrine. Non, Sandra voulait y aller. Allez, j'étais pas sûre que vous m'entendiez en fait. Donc, du coup, bonsoir à toutes. Je sais pas, c'est quoi qui correspond à fatigué dans la météo là? Parce que voilà, moi je suis plutôt fatiguée là ce soir, mais sinon ça va. tu as le droit de dire aussi des mots qui ne sont pas la météo. Sandrine, Johanna. Voilà, c'était tout. Ouais. Eh bien, fatiguée aussi, mais contente de vous voir. Donc voilà, le rayon de soleil qui arrive après une journée passée en visio, toute la journée de nouveau, c'était sympa. Voilà. Et moi, eh bien, bonsoir. Moi, je suis en stress parce que j'arrivais pas à rentrer dans la réunion. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a une tempête qui vient de passer là au-dessus de moi. Tous les liens que j'avais, il n'y a rien qui fonctionnait. Je vais pas y arriver. Du coup, j'ai l'impression d'être avec un moment de stress. Sinon, ça va après avoir passé, je crois, 2, 3 jours, mais super fatiguée. Super fatiguée. Et là, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Voilà. Et contente de vous voir. Exactement. On va dire que c'est la faute de la pleine lune. Voilà, c'est ça. Mais oui. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, hein. Ah, et puis comme j'ai regardé l'interview de François Lemay, j'ai pensé que peut-être j'étais en pleine régénération. Il fallait pas forcer. Du coup, j'ai accepté. Hier, je ne suis pas sortie et j'ai attendu de savoir si j'allais me régénérer. Et a priori, aujourd'hui, il y a une bonne partie de moi qui s'est régénérée puisque ça allait mieux. Bon, alors écoutez, je vous ai préparé un support pour l'atelier et qu'on va utiliser pour que ça soit interactif, que vous puissiez me partager ce qui vous parle, etc. Et le support sera sur la plateforme. Il y a des liens à la fin. Voilà. Cool. À tout de suite, Johanna. Ah, vous m'avez perdu. Alors en fait, vous m'entendez là? On t'entend très bien. D'accord. Alors en fait, voilà, comme du coup tu m'as envoyé le lien, je me suis connectée avec le téléphone, sauf que ça va pas être pratique. Alors du coup, je vais essayer de me l'envoyer sur les mails pour pouvoir mettre sur l'ordinateur. Mais je suis là. Je suis là. Ok, ça roule. Alors je vais vous partager mon écran. C'est parti. Donc, tac. Vous me dites s'il y a un souci de visibilité, etc. N'hésitez pas. Voilà. Donc, le sujet de l'atelier du jour, c'est comment on peut atteindre ses objectifs sans se mettre en pression. Oui, c'est possible. Alors, on parlait de fatigue. Donc, voilà, comment déjà qu'on est régulièrement fatigué, comme tout être humain, comment ne pas se rajouter de la pression et de la fameuse charge mentale. On est toutes des femmes là dans l'atelier et sans caricaturer, il y a quand même cette fameuse charge mentale sur laquelle on a mis un concept non depuis 1 ou 2 ans maintenant et qui fait qu'on pense à beaucoup de choses en même temps. On va pouvoir y revenir. Alors, si je fais next, voilà. Alors, j'avais quelques questions à vous poser pour commencer, auxquelles vous pouvez réfléchir en même temps qu'elles s'affichent et puis ouvrir vos micros pour pouvoir me partager un petit peu qu'est-ce que ça vous évoque. Vous pourrez y retravailler, bien sûr, après, puisque là, il va vous venir des choses à l'instant, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir
cheminer avec ça après l'atelier et que ben, ça puisse vous servir. Voilà, l'idée, c'est que ce soir, on lance des choses. Je vais un petit peu peut-être vous submerger d'informations et puis vous laisserez ça, vous laisserez décanter, vous y reviendrez, etc. Voilà, l'idée, c'est que vous ayez de la matière. Alors, la première question, c'est pourquoi voulez-vous planifier? Parce que souvent, on se dit qu'il faut le faire, mais en fait, on se pose rarement vraiment la question et on se pose en tant que tel pour se dire pourquoi je veux planifier en fait. Voilà. Et une question qui complète sous un autre angle, c'est pourquoi vous voulez vous organiser. Alors, est-ce que vous avez quelques partages à faire à ce sujet-là? Alors oui, moi je sais que si je planifie pas, je fais pas. Je procrastine, hein. Voilà. Ok. Donc du coup, le fait de planifier, j'ai un peu de mal à faire la différence entre planifier et organiser parce que pour moi c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que voilà, si je dis tel week-end ou tel jour je fais ça, voilà. De même que sur une journée, j'ai plein de choses à faire rentrer dans une journée, faut que je les planifie pour tout rentrer et les faire. Après, voilà, je sais pas. Alors, moi, j'allais dire un peu pareil que toi, Sandra, hein. J'allais dire que moi, j'aime bien planifier pour être sûre de faire. Donc, ça revient au même. Alors, pour être sûre, je ne sais pas, mais pour avoir plus de chances de faire, on va dire. Ça va être plutôt comme ça. Et pourquoi je veux organiser? Alors, pour essayer de faire sans stress. Du coup, moi, dans l'organisation, je mettrais vraiment derrière, mais j'ai peut-être un peu de confusion aussi entre planifier et organiser. Mais organiser, je le vois vraiment comme voilà, le mettre dans l'agenda et le mettre techniquement parlant, en fait, hein. Et le planifier, ça serait plus comme avoir un plan pour que ce soit dans les affaires. Mais l'organisation, c'est quand il a sa place, en fait, dans l'agenda. C'est comme ça que je le traduis, mais c'est peut-être pas la bonne C'est traduction, chacun hein. comment on le vit, donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de tableau de la loi universelle, j'ai envie de dire. Il y a des définitions, mais après, sur ces choses-là, l'idée, c'est de savoir comment vous le vivez. D'accord. Donc, moi, je le vis comme ça. Et alors moi, c'est pour fixer des objectifs, des deadlines, on va dire, et puis voir aussi le chemin parcouru au bout d'un certain temps. Donc j'ai repris quelque chose que j'avais fait il y a quelques mois, et puis je me dis, ah bah oui, là j'ai coché, j'ai fait ça, 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 très bien. Je me rappelais d'ailleurs plus que j'avais fait tout ça, donc c'est plutôt bien. Je me dis, ah ouais, j'ai fait ça. D'accord. Voilà, mais c'est vrai que ça, c'est sur un projet à plus long terme où je n'ai pas vraiment d'échéance. C'est plutôt un projet qui me tient à cœur. Voilà. Mais c'est vrai qu'organiser permet en effet de cocher, de biffer, mais ça met aussi une certaine pression. Parce que si on n'arrive pas à faire sa liste de courses, on va dire, de la journée, voilà, on commence à se mettre la pression, ce qui est peut-être pas non plus le bon moyen. Donc, comment trouver le juste équilibre entre se fixer des objectifs réalistes, puisqu'on a toujours l'impression, on se fixe toujours, on pense toujours qu'on est en mesure de faire plus de choses que finalement on ne va pouvoir faire en une journée, en tout cas en une journée. Après, à l'échelle d'une année, finalement, on se rend compte qu'on fait beaucoup plus de choses. C'est ça. Alors, quelles sont on va en reparler. Quelles sont les choses que vous avez déjà essayé de mettre en place? J'aimerais vous entendre sur qu'est-ce que vous avez essayé et qui fonctionne bien pour vous, qu'est-ce que vous avez essayé et qui vous a paru complètement inutile. Quelles sont les choses qui sont les plus compliquées pour vous? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans cette histoire de planification ou organisation? Alors moi, ce que je voyais dans le planifier, c'est plus faire un plan justement avec des étapes, avec par exemple une planification, on peut l'avoir à l'année ou au mois, etc.
Et s'organiser, pour moi, c'est par exemple mettre des blocs, dire on met ce bloc avant ce bloc, puis ce bloc à gauche, ce bloc à droite. Vous voyez, moi, ma vision, c'est celle-ci. Donc, voilà, est-ce que vous avez des choses que vous avez déjà essayé de mettre en place? Ou que vous utilisez déjà? Tu parlais de deadline, tu parlais de liste. Hein. Oui, mais des choses assez classiques, soit des rétro-planning, si on a une date fixe, ou alors, oui, un peu des listes à l'après-vert sur les différentes tâches à accomplir et qui s'enchaînent. Voilà. Mais après, tout dépend des projets. Enfin, sur du petit projet, tu n'as pas forcément besoin de le décomposer en milliers de petits blocs. C'est ça. Mais sur des plus gros, oui, il y a des blocs administratifs, juridiques. Enfin, tu peux le faire comme ça ou tu peux le faire un peu comme tu veux. Moi, j'aime bien me faire des choses comme ça avec des cartes heuristiques. Là, vous y voyez rien du tout, mais des cartes mentales, des trucs comme ça. Ouais, c'est aussi ce que je conseille, notamment pour les projets et puis pour les cerveaux suractifs et surcréatifs qui ont 1000 idées à la minute, c'est bien pratique. Puis on peut mettre de la couleur, on peut faire des dessins, enfin voilà. Je trouve ça assez sympa. Donc oui, sur les gros projets, moi je fonctionne beaucoup comme ça. Je fonctionne en dessin. En carte mentale. Alors, je vais vous poser la 4e question. Si les filles n'ont pas de partage particulier, vous pourrez y réfléchir, hein, même si celle-ci, elle était plutôt pour pouvoir échanger sur ce que vous avez déjà testé. Mais ça peut vous revenir tout à l'heure. Il y a une 4e question que je n'ai pas notée. C'est quelle est pour vous la différence entre efficacité et efficience? Qu'est-ce que ça serait pour vous? Est-ce que tu peux juste répéter la question? Oui, je ne l'ai pas notée. Je la rajouterai sur le. Non, mais c'est entre eux. Quelle est la différence entre efficacité et efficience? Alors déjà, je veux bien ta définition de efficience parce que je t'avoue que là, je suis un peu... Alors, moi, je vais vous partager un petit peu pourquoi c'est important pour moi de faire la différence. Parce qu'en fait, être efficace, ça veut dire atteindre un objectif. Et finalement, l'avoir fait dans le temps qu'on s'était dit, etc. Et l'efficience, quelque part, c'est optimiser le temps qu'on va passer à atteindre l'objectif. Vous voyez, c'est en fait optimiser. À force de faire quelque chose, on est plus efficient sur une tâche. Voilà. Et je trouve intéressant d'essayer de viser l'efficience et pas forcément l'efficacité, c'est-à-dire de se dire comment je peux faire la même chose, mais de manière plus efficiente, avec peut-être moins d'action ou moins de fatigue, etc. Et ça peut se mettre en place avec le temps, en fait, l'efficience. Et avec aussi peut-être moins de perfection et moins de précision sur certaines choses. Tout à fait. Oui, de rationaliser finalement. C'est une efficacité, mais plus rationnelle, plus rationalisée. Sans se rajouter de la pression, sans temps. Allez, on va continuer. Si j'arrive à faire avancer mon petit PowerPoint. Non, c'est pas là. Tout va bien. Voilà. Alors, je vous ai présenté des outils qui sont assez intéressants, qui sont issus d'un carnet du temps dont j'ai mis le lien à la fin, qui rassemble pas mal de méthodes connues. Alors, l'intérêt, c'est que il les rassemble dans un carnet. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc, pour démarrer, je voulais vous présenter le calendrier de la vie.
En fait, c'est une matrice qui a été proposée par Tim Urban. En fait, chaque petit carré, ça compose chaque semaine de votre vie, jusqu'à 90 ans. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc moi je l'ai colorié. Alors déjà, ça vous fait une tâche de concentration intéressante. Et en fait, je trouve, moi en tout cas, ce que ça m'a fait, c'est une fois que je l'ai eu que j'ai eu coloré où j'en étais aujourd'hui, eh bien, ça m'a donné un sentiment de me dire, ah oui, quand même, il y a déjà tout ça qui s'est passé et il reste tout ça. Et en fait, un sentiment de me dire, bah, j'ai envie vraiment que ces semaines de vie, elles soient le plus joyeuses, le plus réjouissantes pour moi et que je fasse vraiment que je fasse attention à qu'est-ce que je fais de ces semaines de vie, en fait. Ça a un côté un peu vertigineux aussi, ça peut, de se dire oulala, mais est-ce que j'ai pas gâché mon temps? Moi, j'ai envie de dire, il n'y a jamais rien qui est gâché. C'est toujours de l'expérience et c'est toujours des résultats. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous présenter en introduction ce calendrier de la vie. Est-ce que ça vous... n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous le connaissez ou si ça vous fait penser à des choses par rapport à mon partage. Ça m'angoisse. Un petit peu, Oui, tu merci, nous fais Ouais. déprimer quand même. Hein. Ça peut. Mais non. Si, c'est ça, c'est le côté vertigineux. Si ça m'angoisse, je veux tourner la page. Allez, on tourne la page. On pourra en reparler. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant. Si on va avoir trop de petites cases à colorier, ça va être... Ouais, c'est ça. Alors, le préalable à la planification, tu en parlais, Sandrine, c'est faire le bilan. Et en fait, justement, sus à l'angoisse, ciao l'angoisse, parce qu'effectivement, souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. Et le bilan, moi, je l'appelle aussi le coup d'œil dans le rétroviseur. Ça peut être pour plein de choses, hein, pas forcément sur des actions, une liste d'actions, mais aussi sur sa croissance personnelle, voilà, ou ce qu'on peut appeler aussi son développement personnel, de regarder dans le rétro et de se dire, punaise, mais mine de rien, j'ai quand même fait tout ça. Aujourd'hui, je n'en suis plus à me prendre la tête, par exemple, pour telle et telle chose. Et donc, faire le bilan du passé, j'ai préféré mettre du passé, de l'année, mais pas que, c'est ça. C'est faire le bilan à la fois de la journée, faire le bilan de la semaine, faire le bilan d'une année ou de 10 ans et de se dire, ah oui, mais quand même, j'ai avancé. Je lisais ton petit message, Sandrine. Oui, je voulais pas t'interrompre quand on discutait, mais ça m'a fait penser à un bilan de compétences finalement. Oui, tout à fait. Le bilan de compétences, c'est aussi ça. Ça permet de se rendre compte de nos savoir-être, de nos savoir-faire, parce qu'en fait, on a tendance à... Alors, il y a, je ne sais plus quel est ce concept qui, pour moi, que je trouve plus intéressant que le fameux complexe de l'imposteur, qui est celui de la connaissance acquise qu'on oublie. C'est-à-dire, on a tendance à voir ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'a pas encore acquis, etc. Et on oublie ce qu'on sait faire. Et du coup, on se croit pas assez au niveau. Parce qu'en fait, une fois qu'on a acquis des choses, on les oublie. Donc, je vous retrouverai ce terme-là qui m'échappe à l'instant. Mais voilà, et effectivement, un bilan de compétences, ça permet de se dire, ah oui, mais quand même, en fait, je sais faire tout ça. J'ai appris tout ça. Et ça fait du bien. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais ça me procure un sentiment de gratitude, quelque part une sensation de fierté et de bien-être d'avoir finalement fait plein de choses. Et donc, je vous ai mis une petite phrase que j'aime bien. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et ça peut être à la fois vertigineux et à la fois justement se dire, finalement, on en fait des choses. En fait. On en fait beaucoup, beaucoup. Donc, je vous invite à faire régulièrement des bilans. Alors, ne pas vous mettre ça comme encore un énième objectif. Faites-le quand vous le sentez. Ça peut être sans forcément l'écrire. Ça peut être le soir.
juste se poser et se remémorer la journée en se disant waouh, tu as fait du bon boulot aujourd'hui. Que ça soit du boulot émotionnel, que ça soit du boulot relationnel, que ça soit du boulot liste de tâches. Hein. C'est vraiment voilà, se rendre grâce et se dire ah ouais, quand même, tu as fait de ton mieux. Hein. N'oubliez pas que quand on se plante, on pousse. Oui, Joanna. Oui, je voulais juste rajouter parce que du coup, comme je crois qu'on est quelques-unes dans la liste des perfectionnistes, on a toujours tendance à regarder donc ce qui manque, la partie vide en fait, hein, qu'on veut remplir pour atteindre cette perfection qu'on ne peut pas atteindre et qu'il ne faut pas atteindre d'ailleurs. Mais du coup, on a toujours tendance à regarder ce qui manque, ce qu'il faut qu'on fasse. Et moi, je sais que ça me fait du bien de regarder derrière et d'arrêter de temps en temps, de toujours regarder qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui manque, mais bien de regarder derrière et dire, OK, peut-être il manque des trucs, il en manquera toujours, mais regarde tout ce qu'il y a d'accompli. Et sincèrement, ouais, ça me fait du bien. Ouais. Vive les bilans. Et alors, j'en parle un petit peu plus loin. Voilà, j'ai fait un support, mais l'idée, c'est qu'il puisse après justement vous servir et vous puissiez le relire. J'en parle un petit peu plus loin, mais le bilan, ça peut être l'occasion de célébrer. Et c'est important aussi de se faire un cadeau, de se dire, regarde tout ce que tu as fait. Ça peut être aller prendre un bain, ça peut être aller se faire un petit resto, ça peut être plein de choses, ce qui vous plaît. Hein. Ça peut être regarder peut-être un épisode de votre série préférée ou démarrer enfin ce roman qui attend. Mais voilà, c'est important de célébrer ces bilans aussi. Et puis aussi de se faire un câlin comme ça, simplement à soi, en disant ah, t'as passé une bonne journée. C'est se faire des câlins comme ça, c'est un petit peu comme quand on n'a pas le moral, faire le mouvement du sourire. En fait, quand on sourit, le fait de faire le mouvement, ça génère alors je ne sais plus si c'est des endorphines, mais en tout cas, ça fait du bien. Vous verrez, quand vous n'avez pas le moral, faites un sourire forcé et gardez-le un petit peu et vous verrez, ça fait du bien en fait. Et c'est pareil pour les câlins. Donc, sourions et faisons-nous des câlins à nous-mêmes. Ça peut être juste ça pour célébrer ces bilans. Alors, pour faire un bilan, il y a des petits outils qui sont intéressants. Par exemple, le temps de cerveau disponible. Et là, vous avez un exercice qui s'appelle la méthode du temps de cerveau disponible. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez des petits ronds. Et vous pouvez vous amuser à noter tout ce que vous avez pensé dans une journée. Pardon. Voilà. Il n'y a peut-être pas assez de ronds pour moi. Voilà. Et ça permet à la fois de le décharger aussi. Vous pouvez vous faire une bulle tous les jours. Ça permet de faire une carte heuristique aussi derrière. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce temps de cerveau disponible sous format de carte heuristique ou carte mentale. Et ça vous permet de vous décharger le cerveau déjà. Et puis de vous rendre compte encore une fois, comme vous avez pensé à beaucoup de choses, comme vous pouvez remercier votre cerveau en disant « Ok, tu as bien bossé, on va aller se reposer ». Je trouve que c'est un outil, ce temps de cerveau disponible, qui peut être utilisé à différents niveaux, à la fois pour décharger, à la fois se rendre compte que peut-être effectivement il y a beaucoup de choses dans la tête, et du coup se rendre compte de pourquoi on est fatigué, parce que des fois on ne comprend pas pourquoi on est fatigué. Parce qu'encore une fois, des choses qu'on fait en automatique, on ne se rend plus compte qu'on les fait. Et quand on a un cerveau suractif, on ne se rend pas compte qu'il est suractif. C'est parfois des gens qui vont vous dire « Oh là là, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais ?» Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on a l'habitude. Et en fait, de le poser comme ça, on va dire « Ah oui, quand même. Ah oui. Ah ben c'est pour ça que je suis fatiguée. Ok. » Au lieu de se culpabiliser d'être fatigué, de peut-être pas avoir fait tout ce qu'on voulait, de se rendre compte de tout ce à quoi on a pensé, en fait, c'est quand même des actions. Et derrière, ça va permettre justement de trier ces actions et de se dire, effectivement, est-ce que c'est bien raisonnable et est-ce que ça, j'avais besoin d'y penser aujourd'hui. Alors, on va voir tout à l'heure comment on peut décharger ce cerveau. Donc, pour aussi se rendre compte de ce à quoi on passe nos journées et pouvoir faire un bilan et réajuster,
vous avez la méthode des chronos. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser avec ce petit carnet ou votre carnet préféré comme utilise Johanna, à vous rendre compte en fait du temps que vous passez à faire certaines choses. Le temps qu'il vous faut pour émerger le matin, le temps que vous prenez sous la douche et la durée en fait que vous croyez ou que vous aimeriez. Et là, on pourrait même rajouter une troisième colonne, vous voyez, la durée souhaitée, la durée estimée et la durée effective. Et ça permet de se rendre compte que peut-être on en met trop, que peut-être aussi, en fait, on a besoin de ce temps. Peut-être qu'on va vouloir se réveiller trop vite, qu'en vrai, on a peut-être besoin de plus de temps. Que la douche, c'est un instant peut-être qui nous fait du bien et que peut-être que la faire le matin, entre le départ à l'école et le devoir qui n'est pas fini, c'est peut-être pas le bon moment pour se détendre. Peut-être ça vaut le coup de la faire le soir. À moins que vous vous en ayez besoin pour vous réveiller. Voilà. Enfin, ça permet de faire, de se poser, de se dire, OK, voilà à quoi ressemblent mes journées ou ma semaine, puisque là, on est sur 4 jours. Et ça permet pareil, de réorganiser derrière et de se rendre compte de ce sur quoi les curseurs sur lesquels vous pouvez agir. Alors, il me vient parce que je voulais l'écrire, je ne l'ai pas écrit, donc je vais vous en parler là. Par rapport à ce réveil, c'est le fameux outil du Miracle Morning qui fait partie des outils. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire et que je voulais vous dire, c'est attention à la profusion d'outils. L'idée, c'est pas de se noyer dans les outils, c'est pas de se dire il faut absolument que je m'en serve, c'est de tester des choses et pareil, de faire un bilan et de se dire est-ce que ça, c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que ça me correspond? Comme disait Sandrine, ça dépend des projets. Par exemple, quand on fait des gros projets de construction, de bâtiments, on utilise notamment ce qu'on appelle le diagramme de Gantt, qui est en fait un diagramme qui permet de placer des tâches critiques et de dire si telle tâche n'est pas faite, en fait, ça impacte telle autre. Et c'est tout automatisé. Si on touche cette tâche, si l'équipe X n'a pas fait telle tâche, l'équipe Y va être décalée, etc. Et donc, c'est des outils très, très utiles en gestion de très gros projets. Mais ce sont des usines à gaz. Il y a des bureaux d'études qui ne font que ça, en fait. Sur les gros chantiers, vous avez des gens qui sont affectés à ça, à créer ces outils, à les faire tourner, à les suivre, etc. Donc, voilà, attention aux outils, ne pas utiliser, ne pas se noyer dedans et de ne pas se culpabiliser parce que ce n'est peut-être pas celui qu'il vous faut, c'est tout. Et donc, le Miracle Morning est très à la mode, peut vous correspondre et peut ne pas vous correspondre. Ou en tout cas, comme on disait encore la dernière fois, il peut vous correspondre à un instant T et ne plus vous correspondre 6 mois après. La vie est changement et donc ce qui vous a aidé pendant un temps, si un jour ça vous pèse, arrêtez-le. Voilà. C'est vraiment important de vous écouter et encore une fois de faire le bilan. Voilà, pourquoi je continue à utiliser cet outil? Est-ce que je l'utilise parce que j'ai eu l'habitude de l'utiliser et que je ne réfléchis plus et que je crois que c'est comme ça qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il me sert vraiment, quoi? Alors, qu'est-ce que c'est le Miracle Morning? Parce que j'ai raté cette information essentielle. Alors, c'est un bouquin qui est très à la mode. Je le mettrai en lien. Je vais me le rajouter là dans mes petites notes à vous remettre. C'est en fait un bouquin de Ted Harold ou Harold, un Américain. Ils sont très forts pour tous ces trucs-là, qui en fait explique en gros comment... alors moi, je ne l'ai pas lu en entier parce que j'ai assez rapidement compris l'idée. C'est comment en fait, en te levant plus tôt, pour prendre du temps pour toi, tu peux en fait te décharger et être plus efficace. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Miracle Morning. Donc, en gros, c'est te lever 1 heure ou 2 heures plus tôt que ce que tu te lèverais d'habitude. Mais pour faire des tâches qui te font du bien, c'est-à-dire du sport ou une routine d'écriture ou des choses comme ça, en fait. Les choses que finalement, tu ne fais pas le reste du temps parce que tu es à fond dans ta to-do list obligatoire, on va dire. Et toutes ces tâches qui font du bien, finalement, on ne les rentre pas.
on ne les fait pas. Voilà. C'est ça le miracle morning. Mais comme tout outil, il faut vraiment s'en servir si ça nous parle et pas essayer coûte que coûte en se disant je ne suis pas capable de faire un miracle morning, c'est pas pour moi. Enfin, c'est pas plus, non, plutôt c'est je suis une mauvaise personne, je ne suis pas capable, etc. Pas du tout. Moi, par exemple, pendant des années, là, pendant les 3 dernières années, j'avais du mal à me réveiller le matin, j'avais besoin d'un temps de réveil assez long. Et puis tout à coup, là, ça y est, j'y arrive. Et donc, me forcer à faire un miracle morning, c'était, je pense, pas la meilleure idée qui soit. Quand on est parent, le miracle morning, c'est pas forcément optimum pour notre santé mentale, notre santé tout court. Puis il suffit qu'il se lève juste au moment de ton petit miracle et là, le miracle disparaît. C'est un autre miracle de la vie, mais c'est pas le même. Et tu as changé quelque chose, Anne, pour y arriver finalement ou c'est Non. juste quelque chose en toi qui... Alors en fait, on en parlera tout à l'heure aussi des fameux icebergs. Il y a des choses, on croit qu'on fait rien et puis ça travaille dans l'inconscient. Et un jour, c'est mûr et on ne s'en rend pas compte en fait et ça y est. Donc je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire il y a un mix de ce que j'avais envie et puis de peut-être des choses qui se sont mis en place, un sommeil qui petit à petit, c'est... Comment dire, j'ai le mot épuré qui me vient, mais je pense que j'avais des besoins de sommeil qui étaient liés à des choses qui travaillent en moi et qui maintenant ne travaillent plus. C'est comme ça en tout cas que je l'ai interprété. Il y a aussi le fait que on a perdu un enfant il y a maintenant 4 ans. Et avec mon mari, notre sommeil s'est dégradé à partir de ce moment-là. C'est pas qu'on y pense, hein, mais il s'est dégradé. Et ensuite, moins d'un an après qu'on l'ait perdu, j'ai été de nouveau enceinte. Et notre dernière, là, a eu beaucoup de mal à faire ses nuits au début. Je pense que c'est des choses qui peuvent vous parler. Et je pense que j'ai enchaîné. J'ai enchaîné pas mal de choses en termes de manque de sommeil. Et peut-être aussi que ce processus de deuil avait besoin de se faire d'une certaine manière aussi, peut-être via du sommeil plus long le matin, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je me lève facilement le matin. Alors, je ne fais pas du miracle morning de 5 heures du matin, mais aujourd'hui, j'arrive à me lever le matin sans me forcer. Donc, voilà, je pense que c'est un mix de tout, puis c'est un mix effectivement aussi de lâcher prise. Ce que je vous disais la dernière fois, j'aime bien cette phrase qui dit l'art de vivre est un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Et donc, c'est à la fois poser des actions et à la fois laisser faire. Parce qu'en fait, ça travaille en tâche de fond et tout d'un coup, c'est mûr et la graine, elle sort de terre et on l'avait oubliée, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, on se fait un câlin, on se dit, un jour, je me lèverai tôt. Mais pour l'instant, j'ai besoin de ça. C'est comme moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais besoin de moments seuls quand tout le monde était couché. Et à ce moment-là, je regarde des séries. Voilà, je regarde des séries psychologiques parce que moi, j'aime bien, enfin, ça ne vous étonnera pas, voilà, j'adore la psychologie humaine. Donc, ce que j'aime dans les séries, c'est qu'on peut bien approfondir les personnages. Et donc, je me passionne pour des séries voilà, qui approfondissent la psychologie des protagonistes. Et ce qui me fait coucher assez tard, comme tout un chacun qui va commencer une série. C'est un peu la problématique des séries, qu'elles soient en film ou qu'elles soient en roman d'ailleurs. Et je me suis pas mal culpabilisée de ça, etc. En me disant, ah oui, mais tu vas être fatiguée demain. Alors déjà, tu programmes ton cerveau en disant ça. C'est ce que disait Jessica la dernière fois. Et puis finalement, j'en avais besoin pour reposer mon cerveau, en fait. On parlait tout à l'heure, voilà, du cerveau avec toutes les bulles dedans. À un moment, ça me permettait de relâcher mon cerveau, que de prendre ce temps toute seule dans la nuit, quand tout le monde est couché, cette espèce d'entre-deux
Et c'est un petit peu la même chose pour les horaires du matin, le fameux horaire du Miracle Morning, où en fait, ben, c'est avant que tout le monde se lève. Où c'est un temps pour vous, où il fait encore un petit peu nuit. Vous voyez, cette espèce d'entre-deux où c'est pas encore la journée et c'est pas encore voilà, ça peut être le matin ou le soir finalement. Mais c'est vrai qu'en termes de sommeil, le soir, c'est pas ce qui est le plus recommandé. Mais voilà, comme d'habitude, donnons-nous aussi le droit de faire des expérimentations et de se dire, ben, pendant un certain temps, je suis peut-être un oiseau de nuit et ça me va bien. Après, être attentif au moment où ça ne nous va plus, où on se sent effectivement fatigué et où quelque part j'ai le mot s'endort, où on s'endort dans un confort inconfortable. Vous voyez ces conforts dans lesquels on est, qu'on sait qu'ils ne nous font pas du bien, mais on a du mal à en sortir. Voilà, donc attention, voilà, toujours pareil, les bilans et puis s'écouter, essayer de prendre un temps, de se dire, attends, est-ce que ça c'est toujours bon pour moi ou pas? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors là, justement, on va arriver sur les fausses bonnes idées. En tout cas, celle-là, j'en ai testé certaines et puis je ne suis pas la seule. Et ce sont des vraies fausses bonnes idées, appuyées par des recherches en neurosciences en plus. Alors, une première fausse bonne idée, c'est de foncer tête baissée en mode pompier. Donc ça, c'est, on part, vous voyez ce que c'est, on part à l'urgence, on court partout. Alors, ça peut le faire de temps en temps quand il y a une urgence, mais si on fait ça tout le temps, bon, déjà, on s'épuise et on ne sait plus pourquoi on fait les choses et on oublie son pourquoi. C'est-à-dire, c'est à deux niveaux. Donc, le pourquoi, je vous en ai parlé la dernière fois et je vous ai mis, là, vous voyez, le mot est en bleu parce que le lien sera cliquable. Donc, ça vous permettra d'arriver sur le TEDx de Simon Sinek qui vous parle justement du pourquoi. Et le pourquoi, moi, je le relie aussi à votre identité que vous voyez ici. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on part des objectifs, ici. Je sais pas si vous voyez ma souris? Oui. Voilà. On part des objectifs, ensuite on met en place des processus, des actions, et à la fin, au milieu, il y a l'identité. Et en fait, comme ça, elle est noyée. Notre pourquoi et notre qui suis-je est noyé. J'ai perdu ma souris. Voilà. Tandis que si on part de votre pourquoi et votre identité, ça peut être quel type de personne vous voulez devenir à travers vos actions, vous voyez, partir de vous. Ensuite, vous pouvez passer à des actions qui atteignent des objectifs. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça va vous permettre déjà d'être plus conscient de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, de vous faire du bien, de dire, OK, ça nourrit ça de moi, ça nourrit cette personne. Par exemple, je ne sais pas, je veux devenir écrivain. Et ben, tous les jours, je vais faire une page d'écriture. Mais voyez, c'est quelle est la personne que vous voulez devenir. Est-ce que vous voulez devenir une personne qui prend plus soin de vous? Et dans ces cas-là, ben, quelles sont les actions et in fine les objectifs que vous allez mettre en place? Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous faites telle action, vous voulez poursuivre tel objectif? Est-ce que c'est pour avoir un meilleur équilibre vie perso, pro? Est-ce que c'est parce que vous voulez œuvrer en particulier sur quelque chose, vous voyez? Voilà, revenir à votre pourquoi, c'est vraiment très, très important parce que ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de trier. J'imagine que ça vous arrive de fonctionner en mode pompier. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi? Ah! Non? Moi, j'ai pas l'impression, mais... Non? Ah, ben c'est chouette. Peut-être que je me leurre, hein, je sais pas. Mais... Non, mais on n'a pas tous des fausses bonnes pratiques. Hein. Moi, par exemple, ça m'arrive, par exemple, quand je réponds aux mails parfois trop vite quand c'est pas le moment, vous voyez? Alors que c'est quand même préférable de se dire, ben, je Oui. réponds aux mails le matin ou le soir. Tu vois? Voilà. Ouais.
Ça Oui. peut être ça. Mais ça, c'était parce que aussi, ouais, parce que en fait, ça, c'était plutôt mon mode de fonctionnement avant Mhm. et ça l'est plus maintenant, en fait. Mais oui, effectivement, il y a quelques années de ça, oui, j'aurais pu, oui. Si c'est répondre à chaud ou agir à chaud, par exemple, oui, voilà. Maintenant, je le fais plus. Ouais. Mais Qu'est- ça a pu être, ça a pu être le cas, ouais. Et qu'est-ce que ça te fait vivre de plus le faire justement aujourd'hui? Euh, ben déjà, je me sens mieux avec la réponse que je vais apporter, que ce soit dans l'action ou par les mots, parce que du coup, j'aurais eu le temps d'y réfléchir. Et, euh, et après, je sais pas, c'est parce que je sais qu'en fait, ça, ça, ça sera mieux si je réponds, si j'attends d'être descendue, Mhm. voilà, peu importe si je suis triste ou énervée ou machin, mais d'être descendue de ça pour pouvoir donner une réponse, en fait. Je préfère laisser passer l'orage ou enfin, voilà, la colère ou je sais pas, Mhm. avant de répondre parce que justement, je sais que ça sera mieux. Ça, je regretterai pas ce que j'ai pu dire ou faire. Voilà, je me dirais pas, ah, t'aurais mieux fait de faire ça. Nanana. Non, là, j'aurais pris le temps de réfléchir avant de. Mais au début, c'est difficile de changer de. Mais c'est les fameuses habitudes, je vous en parlais. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire on touche à l'efficience encore une fois, tu vois. C'est-à-dire que si tu prends le temps, tu vas peut-être poser des meilleures actions qui te fatiguent moins aussi émotionnellement et relationnellement si c'est une action qui est en relation avec l'autre. Donc, de limiter le mode pompier, ça nous permet d'atteindre une efficience, et une efficience autant en termes de temps qu'en termes de confort émotionnel. On atteint d'autant mieux des objectifs concrets qu'on est dans un confort émotionnel aussi. Alors justement, parlons-en de l'émotionnel. Euh, une autre fausse bonne idée, c'est de penser à des objectifs long terme que j'appelle moi désincarnés. C'est-à-dire très liste de tâches concrètes. Par exemple, faire mon site web. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous venir qu'est-ce que vous avez actuellement comme gros dossier? Ben, moi, j'ai ça, hein, justement, commencer à réfléchir au site web, etc. Mais Voilà. On peut après, prendre, on peut prendre cet exemple. Donc, en fait, quand on pense à ça, ça ne nous fait pas spécialement vibrer. Tandis que si on pense plaisir, c'est-à-dire quelle est l'envie qui se cache derrière le fait de vouloir faire un site web, là déjà, ça nous donne plus envie. On est plus motivé. Tu reviens à ton pourquoi, encore une fois, avec cette notion d'envie et de plaisir, c'est-à-dire ton site web, il te permettra, in fine, de transmettre des choses, de pouvoir travailler avec des gens qui te correspondent, etc. Tu vois, c'est quelle est l'envie derrière. Et par exemple, quand on est sur des objectifs financiers, si on dit je veux gagner, je ne sais pas moi, 2 000 euros par mois, en fait, c'est difficile à atteindre parce que, pour diverses raisons, mais en tout cas, pour la raison plaisir, ça ne veut rien dire pour nous, en fait. Euh, Si on se dit, je veux atteindre 2 000 euros par mois parce qu'avec ça, je pourrais euh, payer en fin d'année un voyage avec les enfants, ou payer une activité extrascolaire, ou me payer un massage une fois par mois, déjà, ça motive beaucoup plus. Vous voyez? Donc, c'est quelle est l'envie qui se cache derrière des objectifs qui peuvent être aussi avoir plus de temps. Se dire, bah, je veux du temps pour moi. Oui, mais ça finalement, c'est assez vague. C'est assez vague. Pourquoi on veut gagner du temps? Ben, parce que si j'ai plus de temps, je pourrais me lire un bon bouquin, je pourrais me prendre un bain, je pourrais aller randonner tous les lundis. Et donc, ben, ok, si je m'organise pour avoir plus de temps, ça me permettra de remplir une envie, un souhait.
quelque chose qui me fait vibrer. Donc, voilà, se poser la question de qu'est-ce que vous ferez avec ce plus de temps, ce plus d'argent, ce site web, qu'est-ce que ça peut être comme autre projet qui vous viendrait. Voilà, qu'est-ce que ça remplit? Et vous pouvez faire un tableau de vision pour ça. C'est des outils qui sont assez à la mode. Il y a différentes manières de les faire. Vous pouvez les faire avec juste des images si vous êtes assez visuel, c'est-à-dire ce qui vous fait vibrer, de la sérénité, du plaisir, de la douceur. Mais vous pouvez aussi carrément écrire des mots ou faire une carte mentale. Comme Sandrine, un tableau de vision, c'est quelque part une carte mentale d'une autre manière. Et ça, une fois que vous avez ça, déjà, ça fait du bien à faire, c'est chouette, on aime bien, en général, on aime bien découper, ça nous ramène peut-être au jeu de l'enfance. Vous pouvez l'afficher chez vous et ça va vous rappeler régulièrement votre pourquoi, vos envies. Qu'est-ce qui motive en fait toute cette to-do list et toute cette planification qui peut finalement plutôt culpabiliser qu'autre chose? Est-ce que vous avez déjà fait des tableaux de vision? Non. Non, ouais, j'ai déjà 2 personnes autour de moi qui en font et qui disent que c'est super et qui font le bilan aussi après à la fin de l'année, etc. Mais je l'ai jamais fait. Après, encore une fois, il faut le faire au feeling. Tu peux le faire pour ton année, tu peux le faire pour un projet, tu peux le faire pour ce que tu veux. Tu vois, tu peux faire un tableau de vision sur tes objectifs d'épanouissement professionnel, sur des objectifs d'épanouissement personnel, sur juste un projet de voyage, sur juste l'idée de prendre soin de toi, qu'est-ce que ça voudrait dire et faire un tableau de vision. Tu vois, tu peux faire un tableau de vision en fait sur plein de choses. Et l'idée, c'est de prendre vraiment de te poser pour faire ça, tu vois, que ça soit un vrai plaisir. Que ça ne soit pas encore une énième chose. Si ça ne te parle pas, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce qu'une amie le fait, que tout le monde dit que c'est super, que c'est quelque chose qui va te faire du bien, tu vois. Ouais. Alors voilà, je voulais vous amener quelques notions de neurosciences, justement, sur toutes ces histoires de planification et d'organisation. En fait, la planification et l'organisation, c'est beaucoup d'habitudes, quelque part. Et que ce soit des habitudes foireuses ou des habitudes qui nous font du bien et qui nous font avancer vers nos objectifs plaisir, vers nos envies et vers ce qui nous fait du bien. Donc, en fait, les dernières recherches en neurosciences nous disent qu'il nous faut 30 jours pour construire un sentier neuronal, donc c'est-à-dire une habitude, quelque chose qu'on va faire. Ah, vous voyez, j'ai fait un bug par contre sur ma... Je corrigerai. 60 jours pour faire un chemin, donc pour commencer à creuser, et 180 à 365 jours pour que ça soit une autoroute. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'y pense plus. Alors, le sentier neuronal, certains aussi parlent des 21 jours, qui est le temps d'un cycle. Moi, j'étais restée sur ça. Ouais. Bon, voilà, après, ça reste des chiffres, hein. Mais en tout cas, on peut retenir un cycle ou un mois. Et surtout, je le dis plus tard, mais une chose à la fois. C'est-à-dire que dès le moment où on veut forger une habitude, c'est important de ne pas en forger 50 en même temps. Donc, de se concentrer sur cette habitude, ce sentier, et patiemment refaire le sentier, refaire le sentier, refaire le sentier. Je l'écris un petit peu plus loin, mais il vaut mieux faire une chose 1000 fois que 1000 choses une fois. Parce qu'en fait, quelque part, on n'atteint jamais l'efficience, puisqu'on ne prend pas le temps que ça devienne automatique et qu'on ne soit plus finalement rapide sur l'habitude. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, le fait qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on sait faire, il y a ce qu'on appelle le plateau du potentiel latent qui peut décourager.
C'est-à-dire qu'on va mettre du temps, on va faire une habitude, comme un petit peu le sport où on ne voit pas tout de suite les résultats. Vous voyez, on n'a pas tout de suite les abdos. C'est pareil pour les habitudes. On n'en voit pas tout de suite les résultats. C'est comme un iceberg, en fait. Il nous faut un certain temps pour commencer à maîtriser une tâche. Et donc ça, c'est vraiment à ne pas oublier parce que c'est des moments où on peut se décourager. Savoir se dire, ah, mais c'est toujours pas, il n'y a toujours pas de résultat. Mais c'est normal, il faut du temps. Et ça, c'est autant pour une habitude que pour plein de choses. Que par exemple, si vous par exemple, tu vois Sandra pour ton site web, au début, tu vas avoir peu de visiteurs parce qu'il faut que le référencement se fasse. Et plus il y aura des gens, plus il va de vues. Et ça, en fait, il faut le temps. Et donc, au début, ça peut être décourageant. C'est comme les réseaux sociaux. Au début, on n'est pas très connu, puis ça apprend petit à petit. C'est comme les clients. Au début, on n'en a pas beaucoup. Puis finalement, après, il y a le bouche à oreille qui se passe. Et puis, pouf, tout d'un coup, on dépasse justement ce seuil. Voilà. Et ça, c'est important d'y penser, d'y repenser dans les moments de découragement. Voilà, vous pouvez vous le mettre au mur, vous dessinez un plateau et dire ah, j'avais oublié. Donc voilà. Et là, vous pouvez repenser au bilan, revenir sur le bilan, vous dire ah, mais oui, maintenant je maîtrise ça, sortir le bilan de compétences, Sandrine, et se dire mais oui, regarde, il m'a fallu ces années pour aujourd'hui maîtriser cette compétence. Par exemple, il y a des études aussi qui ont démontré que la confiance en soi, c'est pas acquis. Alors, on peut avoir grandi dans une famille qui nous a soutenus, qui nous a dit que c'était bien ce qu'on faisait, dans une famille aimante, soutenante, mais il n'empêche que sur certaines choses, c'est en les faisant pendant plusieurs années, donc certaines études disent l'équivalent de 10 ans, qu'on peut s'estimer compétent. Donc, le fameux syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est à la fois un mythe et une réalité parce qu'en fait, c'est normal de ne pas se sentir compétent sur certaines choses au début. Par exemple, moi, je suis formée à beaucoup d'outils d'accompagnement et notamment des outils de thérapie. Et je sais accompagner en hypnose. Je l'ai dans ma boîte à outils. Mais une amie, l'autre jour, me disait qu'elle était phobique des araignées. Et je dis, écoute, moi, en théorie, je sais faire, je l'ai dans la boîte à outils, sauf que je ne le pratique pas. Donc, si tu veux, on pourra le tester, l'essayer, mais je ne te ferai pas payer de séance parce que ce n'est pas ce que je pratique au quotidien. Donc, je ne me sens pas compétente, même si j'ai les outils dans ma boîte à outils. Vous voyez la différence ? Et du coup, je ne me sens pas imposteur, je ne me sens pas en me disant, tu n'es pas capable. Non, c'est juste un outil que je n'utilise pas au quotidien. Donc, forcément, eh bien, je ne suis pas compétente dessus. Je ne suis pas experte, ce n'est pas mon cœur d'expertise. Voilà. Donc ça, pensez-y à ça. C'est normal au début de ne pas se sentir compétent. C'est comme on dit en forgeant qu'on devient forgeron. Les fameux dictons, ils ont une raison d'être. Alors voilà, quelques grosses phrases dont j'ai commencé à vous parler. Il vaut mieux faire 1000 fois une chose que 1000 choses une fois. Et ce dont vous parliez au tout début, et notamment toi, Johanna, sur la perfection. Fait vaut mieux que parfait. Et ça, en fait, cette phrase, alors ça, ce n'est pas la fausse bonne idée, c'est l'inverse. Hein, la fausse bonne idée, c'est la perfection. C'est qu'en fait, si on a, avec la perfection, alors on nourrit justement ce fameux syndrome de l'imposteur parce que comme on démarre jamais quelque chose, on commence jamais à forger, du coup, on se sent jamais capable de forger. Et ensuite, on procrastine. C'est-à-dire que comme on veut que ça soit tellement bien fait, on commence jamais. Donc, en fait, on alimente aussi la procrastination. Donc, la perfection, elle alimente à la fois la procrastination et à la fois le sentiment d'imposture. Donc, au final, on n'avance pas. Et finalement, si on commence
il y a un outil que j'aime utiliser qui est les fameux juste 5 minutes. Je l'ai écrit un petit peu plus loin. Ça va être de se dire, bah, ok, c'est pas parfait, mais je vais le faire 5 minutes. Dans ma perfection, j'aurais peut-être aimé y passer 2 heures. Ou j'aurais peut-être aimé le peaufiner comme ci, comme ci, comme ça. Sauf qu'en 5 minutes, tu n'as pas le temps de peaufiner et tu n'as pas le temps d'y passer 2 heures parce que tu n'as que 5 minutes. Eh bien, tu vas te dire, allez, j'ai que 5 minutes, et bien je démarre. Et ces fameux 5 minutes, ils sont à plein de niveaux. C'est-à-dire, ils vont vous permettre de ne pas être perfectionniste parce que vous n'avez que 5 minutes. Ou alors, ils vont aussi vous permettre de dépasser la procrastination en se disant, oh, j'ai pas envie. Bon, allez, je fais juste 5 minutes. Et en fait, ça va pas vous mettre de pression parce que vous vous dites, bon, de toute façon, je me suis donné 5 minutes. Et puis, vous verrez qu'en fait, c'est le fameux préchauffage. Finalement, vous y allez y rester 30 minutes. Et puis, peut-être qu'au bout de 2 heures, vous serez encore là. Et finalement, ça va alimenter ce fait vaut mieux que parfait. Finalement, vous aurez fait quelque chose. Comme vous vous seriez dit, bah, c'est juste 5 minutes, ça ne sera pas parfait, puisque je fais juste 5 minutes, allez. Et ben, en fait, à la fin, vous allez regarder et vous dire, oh, ben alors, bah, finalement, j'ai fait. Oh, puis c'est plutôt bien, en fait, ce que j'ai fait. Vous voyez le fameux pouvoir des petits pas, en fait. Il y a aussi une image avec ce fait vaut mieux que parfait et les petits pas. C'est vous voyez une échelle. Si vous mettez en fait des barreaux d'échelle très espacés, vous n'arrivez pas à grimper. Tandis que si vous mettez plein de petits barreaux d'échelle, ben vous montez plus vite. Donc c'est ce fameux pouvoir des petits pas. Et des 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes. Alors ça, c'est the fausse bonne idée. Est-ce que vous faites du multitasking ou du multitâche en français? Ça peut arriver, ouais. Allez-y, osez. Moi, j'en ai fait, j'en fais encore. Est-ce que ça vous est arrivé dans le passé? Est-ce que vous en faites encore? Oui, plein. Voilà. Et est-ce que vous pensez que c'est utile? Et que comme ça, vous arrivez à faire plein de choses? Non, ça parasite. Voilà. Donc, en fait, il y a une chercheuse dans les années 50 qui s'appelle Madame Zegarnik qui a analysé des comportements de serveurs dans un restaurant. Et en fait, elle s'est rendue compte que les serveurs avaient tendance à oublier plus facilement les commandes qui étaient terminées plutôt que les autres. En fait, dès qu'ils s'étaient livrés, ils oubliaient, tandis que celles qui étaient encore non terminées restaient dans leur tête. Et en fait, on a appelé ça l'effet Zeigarnik, c'est la tendance à avoir des pensées qui continuent à vous rentrer à émerger dans votre tête parce que la tâche a été débutée, mais elle n'est pas terminée. Et donc, ce que fait le cerveau, c'est qu'il vous envoie constamment des rappels au sujet de ce que vous n'avez pas terminé. Et la problématique de faire du multitasking, c'est justement le multitâche, de faire plusieurs choses en même temps. C'est qu'on ouvre constamment des boucles et des tâches dans notre cerveau, qu'on ne ferme pas. Et du coup, le cerveau, à chaque fois, il nous la réouvre. Il nous dit, ah, mais il y a ça que tu n'as pas fini, puis il y a ça que tu n'as pas fini, puis il y a la lessive que tu n'as pas étendue, et puis il y a le coup de fil que tu n'as pas passé, l'email que tu n'as pas répondu, etc. Et en fait, là où c'est vicieux, c'est qu'on parlait tout à l'heure des autoroutes neuronales. C'est que si vous habituez votre cerveau à faire du multitâche, il va apprendre, il va n'utiliser que ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que même quand vous ne voulez pas qu'il vous ouvre une tâche, il va vous l'ouvrir. C'est pour ça que, par exemple, vous allez être en train d'être concentré sur un dossier, et là, vous allez penser à la lessive. Vous voyez? Donc, en fait, c'est là où c'est très, très vicieux. C'est que le jour où j'ai découvert ça, c'était pour moi la grande illumination. C'est que je me suis dit, OK, si je me force à ne pas faire plusieurs choses en même temps, je vais apprendre à mon cerveau à ne plus ouvrir des tâches quand je ne veux pas qu'il les ouvre. Et ne nous inquiétons pas, la lessive, on la fera quand même. Donc, et on peut faire, si on a besoin, pour ne pas oublier, soit une petite liste sur son téléphone, soit un petit post-it qu'on regardera au temps opportun et qu'on mettra au bon endroit pour ne pas le regarder.
soit faire une carte mentale, etc. Ne vous inquiétez pas, si on a besoin de retrouver les idées, on peut les sortir. Vous savez, c'est comme vous connaissez Dumbledore dans Harry Potter? Est-ce que c'est une image qui vous parle? Non, moi non. Donc, dans le film Harry Potter, il y a le livre et puis les films qu'ils en ont fait. Il y a le professeur Dumbledore, c'est donc un professeur de magie, et il a une grosse coupe avec de l'eau, en fait, et qui s'appelle la pancine. Et en fait, il prend avec sa baguette magique, il sort de sa tête, ça fait comme des filaments, et il les met dans la pancine. Vous voyez? En fait, quand il a besoin, hop, il se penche au-dessus de la pancine et il va explorer ce dont il avait besoin d'explorer, que ce soit des souvenirs, etc. Et moi, j'aime bien utiliser cette image de la pancine pour dire, voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre vos idées, ranger dans une pancine, que ce soit une carte mentale, que ce soit plein d'outils. Moi, j'aime bien utiliser effectivement les cartes mentales et aussi l'outil qui s'appelle OneNote. On pourra en reparler. Donc, voilà. Vraiment, c'est hyper important. Essayez d'apprendre désormais à votre cerveau de lui faire prendre une autre autoroute, c'est-à-dire une chose en même temps. Alors, ça va être compliqué. Mais donc, la solution, tu dis que c'est de s'obliger à ne penser qu'à une seule chose en même temps. À ne faire qu'une chose en même temps. À ne faire qu'une chose en même temps. Et comme ça, votre cerveau, il va se déshabituer d'ouvrir des boucles neuronales en parallèle. Parce que ce que je vous répète, c'est que en lui faisant faire ça, du coup, il va ouvrir quand vous ne lui demandez pas d'autres boucles. C'est là où c'est très vicieux. C'est-à-dire que vous croyez que vous contrôlez le truc, mais en fait, vous ne le contrôlez pas. Vous vous rendez bien compte que quand vous ne voulez pas, vous pensez à des choses. Oui, ça, je me rends bien compte, mais c'est comment tu fais pour sortir de ça? Je n'arrive pas à voir. Ben, par exemple, tu commences avec des choses petites. En fait, c'est toujours pareil pour les habitudes. Il faut muscler par des petites choses. Tu vois, il me revient l'histoire de la gym. On ne va pas commencer à mettre des 30 kilos à soulever. On va commencer par un, tu vois. Ouais. Et donc là, ben, c'est pareil. Tu vas commencer par du multitasking simple. C'est-à-dire, moi, par exemple, ce que j'avais tendance à faire, c'était trier mes mails. Alors, les trier, hein, pas les répondre. C'est-à-dire des mails pas importants qui encombrent ma boîte, en même temps que je regardais la télé. Et alors ça, par exemple, déjà, je ne profite pas bien du film, déjà, de un. Et puis en fait, j'avançais des trucs, si vous voulez, mais ça me fait ouvrir 2 autoroutes neurologiques. Donc, je me suis dit, ben, pour commencer à apprendre à ton cerveau à ne faire qu'une chose en même temps, tu vas arrêter de trier tes mails en regardant une série. Vous voyez? Mmh. Voilà. Ou par exemple, pareil, écouter un podcast peut-être en étant à l'ordinateur, en faisant une action. Des choses assez simples au début, qui vous paraissent anodines, mais qui vont petit à petit apprendre à votre cerveau à ne pas faire plusieurs choses en même temps. Il y a même des gens qui, quand ils écoutent de la musique, ils ne font qu'écouter de la musique. Est-ce que ça ne vous arrive pas, vous, de mettre de la musique en même temps que vous faites autre chose? Si. Ben, si, tout le temps. Non, mais ça me paraît impossible à faire. Enfin, je veux dire, moi aussi. Je fais la vaisselle, je suis déjà en train de programmer je ne sais pas quoi dans ma tête. Je prépare, je épluche mes légumes, je suis aussi ailleurs. Enfin, je veux dire, je fais tout comme ça. Donc, ça me paraît, je ne sais même pas comment c'est possible. Ouais. En fait, si tu veux... Il faudrait que je fasse tout en conscience, en fait. Mais bon, là... C'est ça, mais là, pareil, attention, sus à la perfection. Faisons-le de temps en temps, petit à petit, tranquillement. Un matin, tu te dis, OK, là, je vais faire en conscience telle chose. Et ton intuition, elle va te popper des fois des choses sous la douche. Et ce n'est pas un problème, tu vois. L'idée, ce n'est pas de devenir avec une idée, un seul en tête. C'est pas ça, mais c'est de limiter ça dans le sens où ça nous fatigue. Ouais. Et surtout, c'est incontrôlable. C'est-à-dire qu'à un moment, le cerveau, il a tellement l'habitude de tout gouverner
qu'on perd la main dessus. Notre cerveau, il devient quelque part, il n'est plus à notre service. Tu vois? Ouais. Il nous fatigue. Ouais. Oui, d'accord. Il y a une phrase, tu vois, qui dit, que j'ai voulu noter, la concentration est l'art de savoir quoi ignorer. Ouais. Des fois, de voir les choses dans un autre sens, ça aide à les comprendre. Et encore une fois, c'est pas évident. Genre, moi, par exemple, là, ce que je disais au début, c'est que j'ai eu une nuit un peu compliquée et j'avais pas terminé. Enfin, j'ai terminé. J'étais pas en énergie plutôt pour faire le support de ce soir. Et ben, je me suis mis de la musique pour me secouer, pour m'agiter les neurones parce qu'elles avaient du mal. Donc voilà, à des moments, la musique, si ça nous permet de nous mettre en énergie, c'est très bien. Mais par contre, à un moment, je me suis bien rendu compte que la musique me pompait d'énergie. Donc à un moment, j'ai coupé la musique et je me suis concentrée sur mon PowerPoint, vous voyez? Et ça, vous allez vous rendre compte à des moments. Quand vous vous en servez pour un starter, c'est-à-dire vous mettez une chanson, par exemple, et vous dansez, et vous faites que ça, et après, vous l'arrêtez, vous vous mettez au bureau. Et là, vous vous mettez dans le calme. Encore une fois, il faut faire des essais, il faut faire des expériences et voir ce qui vous parle et pas abandonner tout de suite. Parce qu'au début, le petit sentier, le cerveau, il va revenir sur l'autoroute neuronale dont il a l'habitude. Hein. Mm. Donc, faites des essais, expérimentez, persistez assez, au moins un mois pour vous dire c'est pour moi, c'est pas pour moi, et ajustez. Encore une fois, vraiment, donnez-vous ce droit d'ajuster et pas de vous dire c'est permanent ce que je mets en place, quoi. Voilà. Subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise, toujours la même chose. Alors, mes must-use. Voilà. Alors, bon, vous voyez, là, la diapo n'est pas formidable, mais fait vaut mieux que parfait. Hein. C'est-à-dire que normalement, j'aurais aimé vous mettre des petits tirés mieux faits, mais voilà, j'étais avec le cerveau pas hyper opérationnel, donc j'ai fini le PowerPoint à 20h, 20h pile. Voilà. Donc, fait vaut mieux que parfait et je vous l'améliorerai pour le mettre sur la plateforme. Donc, moi, c'est ma sélection en moi. Que j'ai testé, qui me plaît bien. Donc, il y a la matrice d'Eisenhower dont je vous ai parlé, les fameux juste 5 minutes. Et après, je vais vous les remontrer. Avaler la grenouille. Je vais vous le montrer. Planifier sur 4 semaines. Alors, planifier sur 4 semaines, ça veut dire, on nous dit beaucoup, planifier à l'année, etc. Sauf qu'en fait, c'est vertigineux. Ça fait flipper. On se dit qu'on n'est pas capable. Et en fait, quelque part, ça coupe les pattes. Donc, ça peut être intéressant à l'année de vous dire, j'aimerais cette année prendre plus de temps pour moi, enfin des choses assez globales pour revenir à votre pourquoi. Mais ensuite, sur une programmation, c'est bien de partir sur 4 semaines d'objectifs concrets. Et moi, ce que je fais pour ça, c'est que j'utilise quelque chose qui est très simple, c'est mon agenda. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez des blocs dans votre agenda. Vous êtes dit, dans les 4 semaines, j'aimerais avoir avancé, je vous montrerai des outils derrière, mais telle et telle chose, je les mets dans l'agenda. Mettons, par exemple, une demi-journée, je la consacre par semaine, ça va être mon site web. Une demi-journée, ça va être de la prospection client. Une demi-journée, ça va être ceci, cela. Et évidemment, des temps off. Donc, j'en reparlera aussi. Alors, des petites astuces. Oui, pardon. Oui. Non, juste pour mettre un petit truc sur ça, sur ce que tu dis, c'est que en général, c'est mieux d'écrire en fait, parce qu'on réalise plus facilement ce qu'on écrit que voilà. Oui. Donc c'est l'idée de à l'ancienne, son agenda est noté dedans, en fait, on a plus de chances de réaliser ce qu'on écrit que ce qu'on n'écrit pas. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, il y a une action. Il y a une action, il y a le fait de le voir. Lire aussi les choses à haute voix, ça permet de mieux les intégrer.
Donc, tu peux aussi te lire à haute voix ce que tu as prévu. Alors voilà, il y a les petites astuces classiques qui sont toujours bonnes à rappeler. Couper les notifications du téléphone, voire se mettre en mode avion. Ça peut être utile. Vous avez des petites applis qui permettent de se concentrer. Donc, j'en ai mis une à la fin que j'aime bien. Il y a les fameuses méthodes Pomodoro. Il y en a plein. Moi, Pomodoro ne fait pas partie de mes must-use. Donc, je ne voulais pas noter. Mais voilà, Pomodoro, c'est coupé en tranches de 25 minutes. Moi, je préfère les juste 5 minutes parce que j'ai une capacité de concentration qui est quand même importante et m'interrompre tous les 25 minutes, ça me pompe de l'énergie pour m'y remettre. Donc, moi, Pomodoro ne me correspond pas. Je préfère mes petites 5 minutes. Allez, juste 5 minutes et puis c'est tout. Et puis finalement, 2 heures après, j'y suis toujours. Voilà. Par contre, attention, oui, ce n'est pas toujours une bonne idée. Pensez à bouger, à boire. Parfois, quand on est très concentré, on oublie de boire et ça, ça peut nous fatiguer. On n'a pas tous les mêmes besoins de s'hydrater. Mais voilà, encore une fois, écoutez-vous. Si vous sentez que vous commencez à avoir mal aux fessiers, mal au dos, levez-vous, faites des respirations, allez prendre l'air, etc. Après, une chose qui est toute bête aussi, c'est ranger. Alors moi, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Mais ce n'est pas que moi, c'est quand même quelque chose qui est préconisé en général aussi. C'est-à-dire que dans un environnement clair, vous aurez un esprit plus clair aussi. Vous arriverez à mieux trier vos priorités. Et vous serez moins déconcentré aussi, ça ouvrira moins de pop-up partout dans votre tête. Par exemple, vous voyez, si autour de vous, vous avez toutes vos factures à payer, ben ça va vous ouvrir encore des boucles. Si vous avez la pile de linge à plier, ça va vous ouvrir des boucles aussi. Par exemple. Alors voilà, je vous ai mis les outils mes must-see dont je vous avais déjà parlé. Donc là, voilà, vous pourrez retrouver la fameuse matrice d'Eisenhower. Vous voyez, alors vous pouvez la redessiner en faisant un cadran, une croix comme ça. Donc, ce qui est urgent et important, c'est la priorité 1. Ce qui n'est pas urgent, mais quand même important, priorité 2. Ce qui n'est pas important, mais urgent, alors, soit vous le mettez en priorité 3, soit vous le déléguez si vous pouvez. Parce que ça fait peut-être aussi pas partie de votre zone d'excellence. On pourra en reparler, mais voilà, la délégation, c'est aussi savoir identifier où est votre zone d'excellence, votre zone d'expertise et où elle n'est pas. Et où c'est peut-être la zone d'excellence de quelqu'un d'autre. Et ensuite, ce qui n'est pas important et pas urgent, ben, finalement, on l'abandonne ou on le remet à plus tard. Voilà. Parce que ça peut très bien à un moment remonter ici ou remonter ici. Mais à l'instant de votre semaine ou de votre journée, ça peut être ça, j'abandonne aujourd'hui. Alors au début, vous aurez besoin de dessiner, mais petit à petit, ça va se faire tout seul dans votre tête en fait. Vous allez tout seul trier. Vous allez vous dire non, mais ça en fait, j'abandonne. Ça se fera naturellement. Alors la fameuse avaler la grenouille. Qu'est-ce que c'est pour vous avaler la grenouille, d'après vous? Je sais pas, mais ça doit pas être très agréable. Même si nous sommes des Français qui sont censés manger des grenouilles. Voilà. Eat the frog. Je suis d'accord avec Sandra, ça donne pas envie. Hein. Sandrine? Je ne connaissais pas. Bon, ça doit être moins pénible que d'avaler un bœuf, déjà. mais quand même, c'est pas très agréable. C'est un peu gluant quand même, la grenouille. Donc, voilà. C'est peut-être l'art de faire passer des choses pas très sympas, c'est ça? D'essayer de trouver du positif. Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est en fait faire en premier la tâche la plus pénible. Ah.
Et donc, faire en premier, ça va être, attention, pas forcément faire le matin. Hein. Faire en premier, moi, je préfère le dire de manière quand vous êtes le plus en forme. C'est-à-dire, en faisant des bilans aussi sur votre journée, vous pourrez vous rendre compte de à quel moment vous êtes le plus efficient, vous êtes le plus en énergie. Moi, vous voyez, c'est en fin de matinée et vers 15 heures. Donc, ça va être, moi, par exemple, le matin, il me faut un temps certain. Donc, vous voyez, par exemple, alors, ce n'est pas des tâches pénibles, mais les tâches où j'ai besoin d'être le plus concentrée, que ce soit quand je fais des interviews ou quand j'ai des rendez-vous clients, je les mets vers 15 heures, en début d'après-midi. Je ne les mets pas le matin parce que je sais que je n'aurai pas les idées claires. Et donc, les idées claires, c'est aussi une histoire d'énergie quelque part. Donc, avaler la grenouille, ça peut être la tâche la plus pénible ou la tâche qui vous demande le plus de concentration, de présence, etc. Et donc, vous la mettez en premier. Vous l'avalez en premier. Ça renvoie aussi, vous pouvez faire un parallèle avec ces histoires de gros cailloux, c'est-à-dire de mettre en premier les gros cailloux dans le vase. Vous voyez, et après, on remplit, c'est une image qui est souvent utilisée, après, on remplit avec les petits. Mais si d'abord on met plein de sable, après le gros caillou, il dépasse. Il ne rentre pas. Donc en fait, c'est ça la grenouille. Attention, hein, on n'est pas obligé de faire des grenouilles tous les jours. Hein. Pas manger des grenouilles tous les jours non plus. Mais même si on est dans notre zone de plaisir et notre zone de kiff maximum, il y a des fois des tâches pénibles. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas non plus croire qu'on va tout faire dans le kiff le plus ultime. C'est-à-dire que, par exemple, faire ton site web, tu le sais pourquoi tu le fais, tu sais quelle est l'envie qui est derrière, qu'est-ce qui te mettra en joie, etc. Mais au moment où tu es obligé de taper des lignes de code parce que le lien ne fonctionne pas, petit clin d'œil à Johanna parce qu'elle a testé des choses justement sur le site web et la plateforme. Quand tu es obligé d'aller remettre à jour ta base de données parce que la moitié de tes emails ne sont pas partis, ça, c'est pas fun. Même si, in fine, vous voyez, moi, là, je vous parle du vécu, je suis heureuse de rédiger des mailings, des newsletters, de vous écrire, j'aime bien, ça me plaît de mettre des images, de la rendre belle, etc. Donc ça me fait plaisir. Sauf que l'outil en question pour vous envoyer ça, il faut le paramétrer et la veille du démarrage de la tribu, il a planté. La moitié de mes contacts ne recevaient pas mes mails. Ils étaient désinscrits par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit. Et donc là, j'ai dû faire une tâche pas fun du tout. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui, in fine, sont chouettes qu'il n'y a pas des tâches pénibles des fois dedans. Voilà. Donc, c'est ça, avaler la grenouille. Alors, les fameux objectifs SMART, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous en avez entendu parler toutes? Non. Moi, oui, par toi la dernière fois, mais voilà, je ne connais pas. Alors, en fait, les objectifs SMART, je les ai mis dans mes must-use, même si ce n'est pas mes préférés. Parce qu'ils peuvent, chez des personnalités comme vous êtes et comme je suis, où on a une tendance à la perfectionnite, nous rajouter de la pression. Sauf que c'est utile quand on a du mal à concrétiser quelque chose ou que c'est trop vague. Ça va permettre de découper en fait un objectif en mini-actions, en justement juste 5 minutes ou le premier barreau de l'échelle, voyez, ou le premier petit pas. Les objectifs SMART, ça permet ça. Et donc, pour être bien mené, il est dit qu'il faut répondre à 5 priorités. Donc, la première, donc, c'est l'acronyme SMART en fait pour les 5 types de priorités. Donc, votre objectif, il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez faire exactement, précisément, appuyer sur le bouton, écrire telle phrase, mettre 300 grammes de farine. Vous voyez, ça, c'est spécifique. Mesurable, c'est comment vous saurez que vous avez atteint votre but.
Par exemple, j'aurai atteint mon but quand j'aurai 3 pages de mon site web en ligne. Par exemple, dire j'aurais mis mon site web en ligne, ça, c'est pas mesurable, c'est trop vague. Il faudrait dire à telle date, qu'il y a 3 pages, où j'ai eu 3 clients, où mon gâteau, je l'ai sous les yeux. Ça y est, il est fait. Vous voyez, c'est ça qui soit mesurable. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous dire, OK, il est atteint. Et ça va vous faire du bien qu'il soit mesurable. Vous allez aussi être fier de vous. Vous dire, ah ben voilà, ça y est, je l'ai atteint mon objectif. Atteignable, c'est par quelles étapes devrez-vous passer? Donc, par exemple, si on revient à une histoire de site web ou de recette, c'est je vais devoir écrire une page, puis 2 pages, et puis 3 pages, où je vais devoir mettre 2 œufs, et puis 300 grammes de farine, et puis 50 centilitres de lait. Donc, c'est quelle étape? Et donc là, vous pouvez les lister. Réaliste, ça, c'est très important. Là, on retombe sur la perfectionnite. Si on va trop... j'ai le mot chiader qui me vient, voilà. Si on chiade trop notre truc, est-ce que c'est réaliste dans notre écologie personnelle, encore une fois, avec notre vie de famille, les enfants, voilà, à la maison, etc. Est-ce que c'est réaliste de l'imaginer comme ça? Et c'est là qu'on peut redimensionner, redécouper. Et ensuite, temporel, donc là, c'est une date. Là, on vient à quelque chose qui est effectivement, moi, un outil que je n'ai pas listé, mais que je vous mettrai, et dont tu parlais, Sandrine, c'est le rétro-planning. Le rétro-planning, moi, je trouve que c'est hyper utile. Par exemple, moi, pour mon site web, voilà, j'avais monté tout mon programme d'atelier en ligne de la tribu, qui commençait en janvier. Et donc, il fallait que mon site web il soit en ligne. Je voulais qu'il soit en ligne début décembre pour que le référencement se fasse, etc. etc. Bon, in fine, il a été en ligne à Noël. Voilà, ce qui m'a valu un bon coup de stress. Mais c'est comme ça. Tenir bon et lâcher prise, il n'empêche que en mettant une deadline, peut-être pas au 31 décembre, au moins, c'était fait mi-décembre. Enfin, pour Noël, plutôt. Donc, voilà, le rétro-planning vous permettra ça, de vous dire, OK, j'en ai besoin pour quand? Et attention, voilà, mettez-vous toujours une marge de manœuvre. Parce que effectivement, regardez, si vous avez votre outil qui plante et que vous avez vu trop court, vous allez être en stress. Tandis que si dans votre deadline, votre date limite, il y a dedans de la respiration et que ça fait partie d'une étape, c'est-à-dire une étape, par exemple, de atteignable, ça peut être phase de test ou phase de maturation. Par exemple, quand on fait un site web, il y a beaucoup de temps de travail, de réflexion. Et ça, on ne sait pas le temps que ça va prendre. Et donc, attention à ne pas le mettre trop court. Ça permettra de ne pas être en stress sur une date limite qu'on a mis trop courte. Donc là, on revient sur le réaliste. Est-ce que, par exemple, se dire en 1 mois, j'ai sorti mon site web avec 15 pages, etc., alors que je ne sais même pas aujourd'hui exactement ce que je veux vendre, est-ce que c'est réaliste? Et là, du coup, je me mets en tension, en fait, alors que je pourrais faire autrement. Donc ça, c'est les fameux objectifs SMART qui sont utiles, mais attention, toujours pareil, faites attention à votre mental qui peut l'utiliser pour vous rajouter de la pression. Toujours pareil, pensez à vous et revenez à votre pourquoi, revenez à vos envies. Si vous utilisez cet outil, c'est dans quel objectif aussi de vous faire du bien, de vous permettre d'être plus sereine, d'être plus en gratitude de ce que vous aurez accompli. Vous voyez? Voilà. Revenez toujours à pourquoi vous allez choisir cet outil. Je suis d'accord avec toi. Moi,
Parce que tout ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, ça a toujours été pour contrôler un peu. Je l'imagine un peu comme quelque chose de dur, de pas très bienveillant, tu sais, comme un bâton, là, allez, 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 on y va, on avance. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je préférerais pouvoir utiliser des outils qui me font du bien, quoi. Pas qu'ils sont là pour en rajouter et me dire, allez, 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 allez. Alors, en fait, les outils, ils y sont pour rien. Les Oui, outils, on ils est sont... d'accord. Du coup, des outils adaptés à moi. Alors, oui, et puis aussi, comme on dit, encore une phrase de sagesse populaire, le mauvais ouvrier critique toujours l'outil. En fait, notre ego, il va se l'arranger à sa sauce à chaque fois et à sa sauce névrotique, hein. Donc, si on aime bien se taper sur la gueule, on va toujours trouver des trucs pour se cravacher et pour se taper dessus, hein. Les outils, ils y seront pour rien. Donc, le cerveau, il va dire, waouh, ben, c'est à cause de ces trucs smart là, tous ces outils là qu'elle nous a dit, voilà, moi ça m'en rajoute. Que nenni. C'est juste qu'on a déjà tendance à se taper sur la tête, donc on va trouver, tiens, encore des bons trucs pour en rajouter. Donc vraiment, revenir à, ok, cet outil, il est à mon service, mon mental aussi. Attention Coco, moi ce que je veux, c'est me faire plaisir. Donc, ces outils, ils sont là pour m'aider à me sentir plus sereine dans mon organisation au quotidien et dans l'atteinte des objectifs qui me font du bien. Voilà. Donc, c'est vraiment partez de vous et quand vous voyez que votre névrose de Madame Parfaite revient, parce que pour X raisons, là on n'est pas là ce soir pour faire de la thérapie, mais parce que ben voilà, on a grandi, on voulait faire plaisir à papa, maman, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut être parfaite. En tout cas, c'est une des raisons hein, qui peuvent être à la source de la perfectionnite. Ben là, de dire ok, je vais m'occuper aussi de cette envie de toujours bien faire, mais là, cet outil, lui, il y est pour rien. Il est juste là pour ce qu'il est. Et est-ce qu'aujourd'hui, si mon cerveau a envie de s'en servir pour m'en rajouter, ben ok, je vais peut-être pas utiliser celui-là. Je vais peut-être aller prendre un bain et y revenir plus tard. Voilà. Parce que notre mental et nos névroses, elles rappliquent quand même beaucoup plus vite quand on est crevé. Donc à des moments, eh ben, c'est aussi de se dire, attends, là, c'est mes injonctions, mes névroses et mes croyances à la gomme qui reviennent. Donc, ben, je vais peut-être laisser tomber ça pour aujourd'hui. Peut-être juste regarder ma matrice d'Eisenhower, me dire, attends, c'est quoi qui est vraiment hyper important que je fasse aujourd'hui? Ben, je vais faire que ça. Et le reste, je vais me reposer pour me requinquer et pouvoir après y voir clair. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Oui, mais je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a quand même des outils que notre névrose aime mieux que d'autres, quoi. Ah bah oui, Du coup, qui sont pires, entre guillemets, oui, que oui. d'autres pour chacun, quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que moi, je vous ai dit, voyez les must, les miens, mes must-use à moi. Par exemple, après, il n'y a pas forcément toujours des névroses, il y a aussi des habitudes. Comme je vous disais, moi, je suis un diesel. Euh, et du coup, le pomodoro, ça ne me va pas trop. Parce que ça veut dire s'arrêter toutes les 25 minutes. Et moi, ça me refait après m'y remettre. Donc, il y a aussi se connaître. Euh, voilà, pour savoir à quel moment on avale la grenouille, etc. Alors, un dernier outil que je trouve intéressant, pour tout vous dire, je ne l'ai pas vraiment encore expérimenté en conscience, je pense que je le fais, mais de manière plutôt inconsciente, c'est le batch planning. Alors, j'imagine que vous avez dû entendre parler du batch cooking. Quelque chose que je ne fais pas. Je me dis peut-être un jour, mais pour l'instant, je le vois encore effectivement comme un outil que mon cerveau pourrait utiliser pour Madame Perfectionnite. Donc, je ne m'en sers pas pour l'instant. Et puis, comme je vous dis, j'essaye de mettre en place une habitude après l'autre parce que après, c'est toujours pareil, c'est 1000 choses en même temps. Et finalement, on n'arrive à mettre en place aucune habitude.
Donc, le batch planning, en fait, c'est de regrouper par lot des actions similaires, comme avec ce fameux batch cooking. Vous voyez, où pendant que l'eau bout, ce qui est écrit là, vous pourrez le relire, on coupe tous les légumes, et pendant que le rôti mijote, on bat les œufs en neige, où on fait une mayonnaise. Donc ça, c'est pareil, c'est pas faire du multitasking, c'est pendant que, par exemple, mettons, vous allez être en train d'envoyer des vidéos sur votre chaîne YouTube, ben, vous pouvez répondre à un message. Mais c'est une tâche qui est en train de se faire. Vous voyez? Ça peut être, alors là, bon, ce n'est pas une thématique similaire, mais comme je vous dis, comme pour l'instant, je le fais de manière, je pense, plutôt inconsciente, je n'ai pas d'exemple concret de mon expérience à vous donner. Mais je trouve que c'est un outil intéressant à tester. Alors, je pense que c'est intéressant, mais moi, sincèrement, j'ai déjà fait cramer les oignons parce qu'ils étaient tout seuls en train de cuire pendant que j'étais en train de couper, je ne sais pas quoi, hein, pour faire le plat d'à côté. Hein. Ouais. Donc, bon. À voir. Voilà, à voir. Mais je continue à le faire, hein, au risque de cramer mes oignons, parce que je trouve ça super efficace, on est d'accord. Enfin, super efficace. J'ai l'impression, en tout cas, de gagner du temps si je fais ça. Mais il y a des risques, hein. Alors, vous voyez, là aussi où je vois une nuance qui peut être casse-gueule, c'est attention à ne pas tomber dans le multitasking en croyant faire du batch planning. Vous voyez, il faut... Voilà. En tout cas, je trouvais que c'était intéressant comme outil. À voir. Vous me direz. Alors, voilà, là, on en arrive à la fin. S'organiser aussi et surtout pour soi. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Pourquoi vous le faites? Et j'ai mis soi en majuscule. Pour passer de la to-do list à la to-do list, pour se faire du bien, encore une fois, et notamment nous, vous qui êtes en passe ou êtes indépendante, on l'a choisi. Pourquoi on l'a choisi? On l'a choisi pour profiter de la vie, pour se faire du bien, pour choisir ce qu'on fait de nos journées. Avec le moins de pression et le plus de plaisir possible. Alors, comme on disait, il y aura toujours des actions pénibles. Il y aura toujours des moments où on se dira, ben mince, à la fin du mois, là, c'est rouge, alors on va se mettre en stress. Il y en aura toujours des moments comme ça. Mais on a choisi d'être indépendant et pour ça. Voilà. Donc, vraiment, pensez-y à votre to-do list. Et pour ça, c'est penser à planifier les jours où vous êtes off, les jours ou les heures. Toujours pareil, on commence par un petit pas. C'est-à-dire, si c'est compliqué de planifier un jour off, eh ben, peut-être planifier 1 heure, 2 heures, un repas. Peut-être vous offrir un repas au restaurant toute seule, c'est un moment off aussi. Sans l'ordinateur ou le téléphone. Pour expérimenter la concentration sur une seule tâche, c'est-à-dire vous régaler du bon plat que vous avez devant vous. Et enfin, voilà, on y revient, n'oubliez pas de célébrer. Vraiment, c'est important. Donc, c'était la conclusion avec à la fin, vous retrouverez des ressources. Le carnet du temps dont vous avez vu des extraits dans la présentation. Des outils comme le bullet journal. Je vais vous montrer. J'ai utilisé ça, hein, le bullet journal, hein, pendant un temps. Ouais. Et j'allais dire, je ne sais plus pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, parce que je trouvais que c'était pas mal comme fonctionnement. Bah, en fait, voilà, je l'ai mis parce que c'est exactement ce que disait Sandra, ça permet d'écrire. Si on aime dessiner, si on y trouve du plaisir, c'est chouette. Moi, j'en ai acheté un où je me suis mis en pression, en fait. Donc, au final, vous voyez, c'est le My 365, là, dont j'ai mis le lien. Je l'ai choisi parce que il est écolo, il est made in France, il est préfabriqué, c'est-à-dire qu'il y a... c'est pas un bugeot où, en fait, il vous faut tout écrire. Il est préfait. Il est vraiment très, très chouette. Mais vous voyez, moi, je me suis mis en pression
pour le remplir. Et donc, au final, ça n'allait pas. Et puis, moi, j'aime pas les ratures. Et donc, finalement, moi, j'aime bien faire sur ordinateur parce que ça me permet de couper-coller et ça reste tout propre. Voilà. J'assume, j'aime les choses sans rature, propres et tout ça. Et voilà. Mais c'est un outil qui est apprécié par beaucoup de gens. Donc, je voulais le mettre en ressource. Alors, moi, j'ai eu une autre technique parce que, ouais, moi, j'aime pas les ratures non plus. J'aime bien que tout soit nickel. Bah, j'ai fait de l'acceptation, quoi. Voilà, donc j'avais des ratures. Et j'avais pas acheté un bullet journal pré-organisé. J'avais pris un cahier que j'avais. Et après, j'avais essayé vraiment de faire et de mettre que ce qui me convenait en fait, en essayant de rajouter des trucs ou pas, en fonction de mes besoins. Je pense qu'il était relativement plus light que ce qu'on peut éventuellement trouver. Et ouais, du coup, quand il est fait par soi-même, je pense qu'il est aussi plus spécifique et peut-être Alors, c'est l'occasion ouais, de le rendre plus adapté en fait. je pense qu'il y a deux choses là-dessus. Il y a l'avantage de son inconvénient, c'est que du coup, il faut tout dessiner si on veut qu'il soit joli. Mais par contre, effectivement, ça évite de vouloir absolument remplir toutes les cases qui sont prévues et donc finalement, elles ne te servent pas à grand-chose et qui peuvent rajouter de la perfectionnite ou de l'insatisfaction en se disant, par exemple, il y a une liste des livres qu'on a envie de lire. Ça peut mettre la pression à la fin d'année en se disant ah ben voilà, j'ai pas lu, quelle merde que je suis. Vous voyez et effectivement, il y a l'intérêt de s'en servir, juste ce pourquoi il nous est utile. Alors, j'ai une amie qui en a sorti un, qui me l'a offert, donc je me dis ah, va falloir quand même que je m'y remette. C'est le bullet journal M'en fous, m'en tape d'Alice Cara. Que vous pourrez bientôt retrouver dans les interviews et qui animera aussi un atelier. Et donc, c'est tout son côté, je m'en fous, je m'en tape, je me lâche la grappe. Il est très chouette. En plus, vous faites une bonne action, vous soutenez le boulot d'Alice en achetant le sien. Voilà, donc je vous ai mis le lien sur du bullet journal d'Alice Cara. Qui a aussi d'ailleurs écrit des bouquins, dont un qui s'appelle M'en fous, m'en tape. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, je vais vous montrer le carnet du temps dont j'ai extrait, en fait, ils ont rassemblé donc, plein d'outils de gestion du temps. Donc, je l'ai scanné pour pouvoir le partager comme ça en atelier. Je trouve que c'était vraiment utile. Donc, moi, c'est un outil finalement que je n'ai pas rempli, que j'ai gardé propre pour me servir de base, en fait, de travail pour mes ateliers. Donc, vous voyez, c'est très, très complet. Voilà, il y a plein d'outils. Moi, je m'en sers de base, en fait, où ça reprend tous les outils qui sont connus par ici, ailleurs et au-delà. Voilà, je vous ai mis le lien si jamais vous voulez vous le procurer. Vous l'avez dans le diaporama. Et puis, je vous ai mis une dernière petite ressource pour le plaisir. C'est l'application Forest. Que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes Android ou Apple. En fait, c'est une application que vous lancez quand vous commencez une tâche et ça plante des arbres. Ça fait grandir des arbres sur votre téléphone et en vrai. Et dès que vous touchez votre téléphone, et en fait, ça fait mourir l'arbre. Si vous avez pas... Donc, ça peut être motivant d'installer une appli comme ça, celle qui vous correspondra. Voilà, mais moi, j'aime bien Forest pour ça. Ça le tue pas en vrai quand même, l'arbre. Non, ça le tue dans l'appli. Alors, comment ça le fait grandir en vrai? Ça le tue pas en vrai? C'est quoi le truc? C'est qu'à force que tu aies grandi, que tu aies des arbres dans ta forêt, eux, ils s'engagent à planter des arbres, en fait. D'accord. Voilà. En gros, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, moi, ça m'avait bien plu. Voilà, c'est parce que vous en avez plein des applications pour vous concentrer.
Et je trouve que celle-là, elle est sympa. C'est des bonnes idées, ouais. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça, ouais. Sandrine? Oui, oui, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il faut vraiment des applis pour se concentrer? C'est une ressource, c'est si on a envie, en fait. C'est voilà, c'est comme ce qui est dans le carnet du temps. On prend ce qui nous. Il y en a plein dedans. Moi, j'ai trouvé sympa de l'avoir pour justement animer des ateliers et puis que chacun puisse piocher dedans, quoi. Mais après, si tu installes ce type d'appli et que un jour tu ne l'as pas, tu vas être complètement perturbé. Non? Non, parce que si tu veux, pour moi, c'est de l'ordre de l'autoroute neuronale. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu n'en as plus besoin. Ton cerveau, il a pris l'habitude de se concentrer le temps en question et il se concentre, en fait. Tu vois? Mais tu fais bien de souligner le risque d'avoir des béquilles sur certaines choses. C'est toujours la même chose. Des outils doivent rester des outils. Ils ne doivent pas être des buts en soi. Parce que c'est là où ça devient des béquilles qui, si on les perd, ben, on se casse la gueule. Et des béquilles qui nous mettent en pression aussi. C'est rigolo parce que justement, j'avais fait du rangement, enfin rangement c'est un grand mot, et je suis tombée sur un bullet journal, un bullet agenda que j'avais eu par le magazine Psychologie et j'avais trouvé ça sympa, mais je m'en suis pas servi du tout. Mais j'avais trouvé ça très sympa. Ça date d'il y a 2 ans déjà, je crois, mais bon, voilà. Il y avait plein de petits dessins et tout. Je me suis dit, ah oui, c'est sympa, mais je ne voyais pas trop comment l'utiliser. Et puis, oui, ça fait quelques temps que je n'utilise plus d'agenda, en tout cas d'agenda papier. J'ai tout en agenda numérique. Oui, moi aussi, ouais. Mais c'est vrai qu'en un temps, j'avais toujours un support papier. Et c'est vrai que c'était bien. C'était, je pense, mieux que le numérique. Voilà. Alors moi, le numérique, ce que je trouve de sympa, c'est que je peux déplacer les blocs, tu vois. Si finalement je vois que telle chose me prend plus de temps, je déplace le bloc et a posteriori, j'aime bien modifier le bloc pour me rendre compte du temps que m'a pris les choses. Et du coup, ça rajoute pas un document en plus où j'ai mon bilan quelque part tout seul, tu vois. Je peux regarder l'année ou la semaine d'avant et me dire, bah, tiens, en fait, ça t'a pris tant de temps. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans le numérique. Mais voilà, ça reste du numérique, ça reste que tu n'as pas forcément, enfin, ça n'a pas le plaisir de l'écriture. Donc, pareil, si toi, ça te fait du bien le papier, c'est chouette. Je vois mon mari, lui, bon, après, lui, il bosse beaucoup en extérieur, hein. Il se sert quasiment pas de son agenda, mais il veut un agenda papier. Voilà, parce qu'il aime bien écrire les rendez-vous dedans, etc. Lui, il fonctionne comme ça. C'est voilà, toujours pareil, c'est des essais, et puis peut-être à un moment, l'électronique nous correspondra pendant un certain temps, puis on reviendra au papier, peut-être pour XX raisons, je parle en termes individuels. Hein. Et, moi, effectivement, pour l'instant, le Bugeot, je ne m'en sers pas plus que ça. Mais qui sait. Et puis aussi, c'est une histoire de routine. C'est-à-dire, moi, ce que je voyais dans le Bugeot, c'était de me mettre à faire une routine d'écriture que j'aimerais mettre en place et que je n'ai pas encore mis en place. Et donc, le bullet, c'est comme les autres habitudes. C'est-à-dire, si on veut vraiment s'en servir et le mettre en place, déjà, il faut le prendre comme une habitude en soi et donc démarrer un bullet en ne faisant que cette habitude-là. Tous les jours, pendant 30 jours minimum, pour qu'après ça soit naturel. Et puis un petit peu comme le sport, c'est-à-dire qu'à force, ça déclenche des endorphines. Vous savez, le sport, quand on en fait souvent, à un moment, on en a besoin. Et là, c'est pareil, c'est qu'à un moment, ça devient automatique, en fait, que de se servir de son Bugeot ou de prendre tous les matins 30 minutes pour écrire, quoi. Toujours les fameuses autoroutes neuronales. En tout cas, merci beaucoup. Merci de toutes ces ressources. Avec plaisir. Que je vais aller explorer pour certaines. Voilà.
faire grandir des petits arbres et essayer de ne pas les tuer. Ça. C'est ça. Et, je mettrai à jour le fichier, voilà, parce que donc, comme je vous partageais, fait vaut mieux que parfait. J'ai préféré commencer à l'heure plutôt que vous faire attendre et de le peaufiner. Donc, je le compléterai là et puis je le mettrai sur la plateforme avec le replay. Ok. Super. Merci. Parfait. Ben, écoutez, merci encore d'avoir été là. On se retrouve avec Lise pour le dernier rendez-vous du mois, la semaine prochaine. Vous verrez, ça sera un très, très doux atelier. J'aime beaucoup l'énergie de Lise. Vraiment, tous les gens qui sont évidemment dans la tribu sont des gens que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça que je les ai interviewés, que je leur ai proposé d'animer des ateliers. Mais voilà, vous allez beaucoup apprécier l'atelier avec Lise, j'en suis certaine. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des retours, à m'écrire par mail. En plus, ça permettra à mon outil robot de comprendre que mes mails sont de qualité, donc de ne pas envoyer mes mails dans les spams. Ça aura un double effet qui se coule. Et puis j'ai prévu de développer, pareil, fait au mieux que parfait, que sur la plateforme, il puisse y avoir un endroit où vous pourrez échanger entre vous, que ce soit une petite plateforme où on peut chatter, voilà, s'envoyer des feedbacks, dire voilà, moi j'ai expérimenté tel truc, etc. etc. Là, ce n'est pas encore effectif, mais voilà. Et puis l'idée que j'ai, c'est que ça soit hors des réseaux sociaux. Parce que une fois qu'on va sur Facebook, on se promène partout ailleurs. Et donc, on en revient à la concentration. Voilà. C'est pour ça que je veux le mettre sur la plateforme pour que ça soit hors distraction, on va dire. Bonne idée. Voilà. Je vous dis, bonne soirée. Merci. Merci à vous d'avoir été là. C'était chouette. Même avec la fatigue, on était là ensemble et voilà, ça va infuser. Merci, Bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit les filles. Ciao, ciao. À très vite.